Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM avec un petit peu de retard, mais on excuse le président Macron, mais aussi Adil Farkan. En tout cas, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, ce lundi soir, on est toujours là, 20h35 minutes. C'est l'horaire de votre quotidien sportif Time Sport. Au menu de cette émission ce soir, on va s'attarder, mais longuement, sur les barrages de cette fameuse Coupe du Monde, cette phase finale au Qatar qui se déroulera en cette fin d'année 2022. L'Afrique qui retient donc son souffle. On parlera, allez c'est promis, de la Macédoine ou encore des nations européennes sans oublier. Là aussi, le Canada qui retrouve donc la phase finale de la Coupe du Monde de football. N'oubliez pas, le numéro du standard, le 01 53 48 3000, vous pouvez réagir. Allez, ça appelle déjà. Je ne sais pas si c'est Momo le pharmacien, son diplôme, voilà, comme il nous le demande de l'appeler. En tout cas, vous faites comme lui ou comme les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Et nous, on va commencer l'émission de ce part. On y va, Gogo Time Sport. Time Sport. Allez, ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Juan José. Comment ça va? Buenas tardes. Très bien. Ça va très bien, Juan José. On va parler des foot, beaucoup de foot. Ouais. On va aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est vrai. Donc on va faire un tour complet du monde du foot. C'est vrai. Durant le week-end, Juan José, on a abordé l'horaire d'été. Ça nous fait penser, en quelque sorte, un peu à l'Espagne dans les rues de Paris. Quand on retarde un peu ce temps-là, c'est vrai. On s'y croirait. Bon, un peu. On attend la neige peut-être ce vendredi, en tout cas. Faudra faire attention. Il y a pas de neige en Espagne. Ouais, mais ici il y a de la neige, justement. C'est pour ça que je te disais qu'on se croirait en Espagne. Et oui, sur la plaine ibérique. Mourad, juste en face de Juan José. Bonsoir Mourad. Bonsoir Bilal. Ça va? Ça va très bien, très beau plateau ce soir. Il y a un peu de tout, il y a de la jeunesse, de l'expérience, il y a de l'expertise footballistique. Ah ouais. Il y a un peu de tout. Donc on ça va fait voir. Plaisir. Justement, ça fait plaisir. Juste en face de Mourad, on a Abdel, notre consultant. Comment ça va Abdel? Ça va Bilal, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là comme d'habitude. Eh oui, la voix cassée d'Abdel là, sur les terrains justement de Marseille. Ce week-end, on me disait, il y a un gars qui me fait penser à Roland Courbis. Voilà, le coach Courbis. J'ai dit oui, Abdel. On m'a dit oui, c'est ça, Abdel. Boula, il connaît le coach Courbis, Boula. Le coach Tolé aussi. Bonjour à tout le monde. Le coach Tolé aussi. Et moi aussi, ça me fait plaisir d'être là, surtout en face de Bilal et d'être resté à l'émission Beurre FM. Eh oui, et Achille, il est là, il est avec nous. Il nous écoute, Achille. Il croyait que l'émission était annulée, mais non. Achille, l'émission, elle est bien là pour parler de ces nations africaines. On va parler aussi de ces 5 nations, malheureusement, et oui, qui prendront, on espère, le chemin du Qatar pour jouer cette phase finale de la Coupe du Monde FIFA. Alors, on y va avec le premier sujet de l'émission, avec notre réalisateur, Giovanni. Time Sport, le sujet des sociaux. Eh oui, avec Juan José et Mourad pour commencer, toute l'Afrique, le continent retient bien son souffle avec toutes ces nations, ces plus grosses nations. On a oublié aussi la Côte d'Ivoire. Elle a fait un beau match à Marseille. Comme tu le dis si bien, Bilou, tu dis que l'Afrique retient son souffle, mais c'est tout à fait normal puisque les places sont chères. En Afrique, on a plus de 50 fédérations enregistrées pour 5 places, dont 5 qui vont être laissées sur le côté, sans parler de... Tu as cité la Côte d'Ivoire, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Burkina Faso. Donc voilà, retient son souffle, les places sont chères. On a 5 barrages explosifs qui se terminent... c'est le 29 mars, c'est ça? Oui. Il me semble. Demain, la troisième manche. Exactement, on aura le fameux Algérie-Cameroun avec la revanche de Japoma. Algérie-Cameroun, 21h30. On a cette Égypte-Sénégal où on a un match dans le match, Sadio Mané, Mohamed Salah. À 19h. On a le derby de l'Afrique francophone entre le Ghana et le Nigeria qui sont les deux mastodontes. Le Nigeria et le Ghana à 19h aussi. La française. Et on a Tunisie-Mali avec le malheureux Sissako. Tunisie-Mali à 21h30. Donc ça s'annonce on n'oublie pas les Marocains aussi, face à la République démocratique du Congo. 21h30, magnifique match. On aura venir justement. On aura notre consultant Jason. Notre consultant Jason, on le salue, qui est présent à Casablanca. Il y a eu l'enfer de Kinshasa, il y aura l'enfer de Casablanca. Donc voilà, ça s'annonce aussi encore une fois explosif du côté du Maroc qui est au complet. Ouais. On va pas parler des Ziyech et des Mazraoui, mais il y a aussi d'un point de vue extrasportif des déclarations qui sont faites ici et là, notamment de la part de Sofiane Amrabat qui dit que Walid Al-Ziyech devrait songer soit très contesté le coach Baïd et sous pression de côté ou soit à quitter ce poste de sélectionneur. Donc voilà, on est vraiment dans un environnement, je vais pas dire folklorique parce que j'aime pas ce terme, mais on est vraiment dans un contexte africano-africain où on a l'habitude de voir ces petites péripéties, on va dire extrasportives. Moi de mon côté, et aussi je sais pas, ensuite je vais laisser la parole,
bizarrement, enfin, moi je suis pour une Afrique unie. Pour moi, il n'y a pas d'Afrique du Nord ni d'Afrique subsaharienne. Mais on a l'impression qu'il y a une rivalité Afrique du Nord versus Afrique subsaharienne. Ah oui, toi avec tu potentiellement, on va dire un lead du côté de l'Afrique du Nord où on a la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte qui sont mieux positionnés et qui peut potentiellement voir des 80% d'équipes nord-africaines aller au Qatar. Ah ben allez, voilà. on nous balance déjà. Moi je suis comme, un peu comme dans le sillage de Manuel Valls. Oui. Quand il disait non pas un peu de blancos, etc., mais un peu d'Algériens, un peu de Sénégalais, un peu de. Voilà, moi j'aimerais un peu de tout, pas que des Nord-Africains. Bien sûr. Alors il y a des auditeurs qui se permettent de nous donner déjà, de nous balancer sur les réseaux sociaux la liste des probables nations qui seront en route pour le Qatar. On a le Sénégal, Algérie, Mali, Nigeria et le Congo qui a été balancé. Oui. Alors pour contrecer, pour toi, les vas-y. Faut-il constater que ça a été des petites victoires, voire des matchs nuls. Ça montre que c'est assez serré entre les différentes nations qui vont se départager les 5 places pour aller au Qatar au mois de novembre et au mois de décembre. Alors, vous avez tout à fait raison. Je pense que l'Afrique du Nord a une chance inouïe, effectivement, d'être très bien représentée au Qatar. Ça permettra à la Tunisie, au Maroc, à l'Égypte, je ne cite que ces 3-là, d'être à nouveau dans un mondial. Ils étaient déjà au mondial 2018, puisqu'on sait que si l'Égypte passe, le Sénégal sera donc absent de ce mondial. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'une grande nation du foot comme le Ghana pourrait effectivement se voir en dehors de ce mondial, même s'ils ont réussi ou ils ont fait juste un match nul face au Nigeria. Le retour donc, à Bouja, petit avantage aux équipes de l'Afrique du Nord, mais surtout j'espère que l'Algérie va sortir de ce marasme qui a été la Coupe d'Afrique des Nations et retrouver le jeu qu'elle avait montré lors de la Coupe d'Afrique des Nations quand elle l'avait remporté, voire la Coupe arabe quand elle a remporté quelques semaines avant cette dernière débâcle. Mais l'Algérie, donc, c'est peut-être la nation qui a le plus à montrer sur le terrain à partir de demain. Et j'espère voir ces 3 nations, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, en phase finale au Qatar. Ça serait quand même pas mal. Oui, on t'écoute, Abdel. Là, on parle des 5 matchs dans la globalité. C'est vrai qu'il n'y a rien qui est joué. Après, pour poursuivre ce que dit Juan José sur la différence de compétition, il y en a qui ont été performants il y a 2 mois au Cameroun, d'autres qui ont un peu plus d'expérience et qui attendaient sûrement plus ce barrage que la Coupe d'Afrique des Nations. Faut pas se mentir. Sur l'Algérie par exemple, ils ont remporté la dernière édition l'avant-dernière édition de la CAN et la perdre, être éliminé si tôt, c'est pas forcément un problème, mais ne pas aller à la Coupe du Monde sur une génération qui est là depuis un moment, ce serait quand même une grosse erreur et un gros manque. Et après sur des matchs qui sont aussi compliqués, on voit l'Égypte et le Sénégal sur 210 minutes pour l'instant. Le Sénégal n'a pas réussi à marquer un but à l'Égypte, si on compte les 2 matchs plus la prolongation. Donc ces adversaires très 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 rigoureux, très très costauds, à devant qui c'est dur de manœuvrer. On peut jamais avoir de certitude en Afrique parce que parce que c'est l'Afrique justement, c'est très compliqué de sortir des éléments concrets. Après voilà pour ce qui est du Ghana et du Nigeria, on en parle moins. C'est deux grosses nations. Ça a été un match un peu terne et vendredi, mais voilà, s'il y avait quelque chose à retenir, je vais dire que peut-être le Congo dans tout ça pourrait être une belle surprise, même s'ils n'ont pas saisi toutes les opportunités vendredi en jouant sur leur terrain synthétique qui a peut-être mis en difficulté le Maroc, mais ils n'ont pas su prendre le dessus comme il fallait. Mais potentiellement, quand ça fait très 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 longtemps que t'es pas allé en Coupe du Monde, l'aspect mental et l'aspect par contre de la hargne rentre en compte. Donc je pense que demain ce sera l'un des plus gros matchs à suivre. Et pour conclure, c'est vrai que l'Algérie devait sortir de un peu cette galère. Ils ont sorti un pied déjà. Ils ont été très solides au Cameroun, on les entendait pas du tout. Mais on est revenu à un Belmadi qui est assez pragmatique, où ça a été très solide. Et on marque un but et après
on tient parce que c'est très important dans cette configuration-là. Et demain, faudra voir si le système A3 est de nouveau mis en place, expérimenté, ou alors si on va revenir à des bases solides. Mais je trouve que l'Algérie a quand même bien levé la tête. Mais encore une fois, ça reste qu'un seul match sur 2, rien n'est joué. Oula. Alors, pour moi, je trouve que l'Afrique, ils sont pas avantagés par rapport à l'Europe. C'est pour ça que tu te retrouves avec Algérie, Cameroun, Sénégal, Égypte. Quand je parle des grandes nations du football, et c'est des équipes qui ont terminé premiers dans leur poule, et on les bascule sur des matchs de barrage. Moi, je trouve ça, parce que en Europe, les clubs européens, ils finissent premiers, eux, ils sont qualifiés d'office. Et par contre, l'Afrique, quand ils terminent premiers, ils sont obligés de faire des barrages. Alors moi, je trouve ça injuste c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des Égypte, Sénégal, ouais. Et aujourd'hui, on n'aurait pas fait ça en Europe sur des grands pays européens. Et là, tu te retrouves avec entre l'Algérie et le Cameroun, il y a un qui va se faire éliminer, un grand qui va se faire éliminer. Égypte, Sénégal, pareil, il y a un grand qui va se faire éliminer parce que ces deux grands, ça reste du football africain en top mondial. Et comme il dit José par rapport au Ghana, par rapport au Ghana, on se retrouve toujours dans une situation par rapport à un désavantage par rapport à l'Afrique. Et au sujet de l'Algérie, comme j'avais dit pendant la Coupe d'Afrique, quand il s'était fait éliminer, quelque part c'était un mal pour un bien, dans le sens où que Jamel sur la Coupe arabe, Jamel sur la Coupe arabe, c'était plus local. Et après ça l'a permis aussi de faire un choix sur des nouveaux joueurs et des joueurs à devenir pour relancer l'équipe nationale. Et je trouve que la victoire qu'il a fait, c'est pas gagné, parce que dans le foot il y a rien de gagné, mais c'est plus dans le côté positif, dans la gestion de l'équipe nationale d'Algérie. Et quand je vois le résultat du Maroc, quand je vois aussi le résultat du Maroc, ils ont fait un très très bon résultat. On va se laisser faire aussi les Marocains. Et ils ont fait un très très bon condition. Alors, Juan José et Mourad. Juste, je voulais rappeler deux petites choses suite à tes propos. Non, la première chose, c'est que les buts à l'extérieur vaut double. Ça compte. Pas en Europe, mais ça compte encore dans cette phase de qualification. Tu sais que l'Afrique a toujours un train de retard. Donc ça vaut double, ce qui donne un peu plus. Soit c'est des projets pilotes, soit ils sont en retard. Aux victorieux à l'extérieur. Et puis, je voulais rappeler, et je crois que Boula a tout à fait raison, l'Afrique ne présente que 5 nations au Qatar, l'Asie 4, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, CONCACAF, donc 3, l'Amérique du Sud 4, et l'Europe 13 nations, sachant que du côté et la C4 aussi, je ne l'ai pas dit, mais bon, il y a les Asiatiques, on connaît déjà les sélections, pratiquement toutes les Européennes, on les connaît. On va parler du match qui va se jouer demain entre la Macédoine et le Portugal, donc on connaîtra pratiquement tous les Européens. Et c'est vrai que demain on aura peut-être la chance de, comme disait Boula, de voir les 5 nations africaines déjà qui vont, pour certaines, rejouer un mondial. Et encore une fois, j'aimerais effectivement voir l'Afrique du Nord, ces 3 nations ensemble au Qatar. Ah oui, carrément. Ça peut promettre. Oui, Mourad. Oui, les 3 nations. C'est ce qu'il veut, en tout cas. Moi, j'aime bien quand c'est un peu équilibré. J'aime bien quand il y a un peu de tout. Tout à l'heure, en préambule, Juan José disait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Moi, j'aimerais bien que ce soit un peu comme ça. Pour la représentation de l'Afrique, justement, on n'a pas le monopole de l'image de l'Afrique. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit un peu équilibré au Qatar. Après, sinon, Juan José a soulevé, à travers ses statistiques, quelque chose de très important, c'est ce déséquilibre à travers les continents. Je l'avais dit en préambule, 50 fédérations enregistrées en Afrique, seulement 5 places. En CONCACAF, c'est 3 places, c'est ça, Amérique centrale, Amérique du Nord. Après, bon, c'est vrai que il y a débat au niveau des places et l'accès à Coupe du Monde. Et quand on regarde des équipes comme le Canada, je pense que tu vas en parler un peu plus tard, mais le Canada a fait 20 matchs. Ils sont partis affronter des îles en Amérique centrale pour pouvoir arriver et terminer premier au classement de leur groupe. Donc 20 matchs pour se qualifier en Coupe du Monde, c'est quand même incroyable aussi pour le Canada, c'est une performance. Ouais. Donc voilà, donc chaque zone a ses avantages et ses inconvénients. Pour l'Afrique, pour moi, c'est un continent confirmé. En fait, le mal, il est qu'on considère l'Afrique comme étant un continent novice au football, alors que c'est une terre du football
Il n'y a qu'à voir l'affiche des barrages et les noms et les légendes qui sont sortis de ces pays. Donc voilà, ça va se rééquilibrer. C'est pour ça que c'est un débat stérile. Ça va se rééquilibrer à partir de la Coupe du Monde 2026, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc ça laisse un goût amer, mais à partir de 2026, il y aura, on repart à zéro et on pourra se regarder droit dans les yeux entre Africains, Américains, Asiatiques, etc. Ouais. Alors, faut pas que tu dises que c'est un combat stérile. Il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que le football en Afrique, il n'est pas géré par des Africains c'est plus des mecs qui sont mis en place au niveau politique que qui ont un respect vraiment du football africain, comme tu dis. Et ça à un moment donné, déjà quand tu regardes la nomination de Eto'o, je pense que ça sera des mecs qui dérangeront. Ça seront des gens qui dérangeront, et en plus de ça je suis content parce qu'il y a eu Algérie-Cameroun, ça s'est très très bien passé le match. Je pense que les instances politiques, ils ont tout fait pour que le match se passe très très bien. J'ai beaucoup aimé. Voilà, et puis il y a eu une mentalité assez spéciale. Et bon, comme je disais, là pour le petit Ebossé là qui est décédé en Algérie, que ça qu'il faut pas oublier, parce que ça reste quand même un joueur de foot. Et je pense qu'il faut quand même penser à lui aussi sur des matchs. On a gagné certes, mais il faut pas oublier son décès. Algérien des Camerounais, voilà, qui est décédé en Algérie. Voilà, ça a été un drame pour nous, pour l'équipe d'Algérie, surtout dans le football algérien. Ça a été un drame pour le pays, et c'est un drame aussi pour leur pays aussi de perdre un sportif de haut niveau. Ouais, par rapport à ce qu'il disait Mourad sur le fait que l'Afrique soit un continent confirmé, je suis totalement d'accord. Après, je pense que malheureusement, il y a eu des beaux parcours en Coupe du Monde de la part des pays africains, mais pas assez pour que je pense ils soient reconnus à leur juste valeur. Je trouve ça dommage. Maintenant, j'ai l'impression que, comme on a pu voir la Côte d'Ivoire, malheureusement, elle sera une nation qui sera pas à la Coupe du Monde, mais le niveau du jeu affiché était quand même qualitatif, preuve que quand tu es sur des infrastructures qui sont bonnes et qu'il y a un terrain qui est au point pour pouvoir jouer, au final les équipes africaines, elles peuvent regarder tout. Je pense que c'est au-delà des terrains. Je pense beaucoup d'équipes. Je pense que juste l'effectif, le 11 de départ ivoirien est juste hallucinant. Merci Abdel. Je pense que juste une sortie de route pour la Côte d'Ivoire. On revient rapidement sur Abdel. Il retient ses propos. On n'a plus le temps. On va marquer d'une courte pause. On intelligence avec Abdel. On discute. Mais bien sûr. Mais moi j'ai plus le temps. Allez, à de suite les auditeurs de Beurre FM. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, l'émission elle est un peu décalée, mais ça ne fait rien. On est ensemble jusqu'à 21h30. Elle est à peu près avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Vous faites le numéro de standard, excusez-moi, le 01 53 48 3000. On en était à toi, Abdel, avec Mourad, concernant ces nations africaines. Une large page sur les matchs de demain, sur les barrages retour. Non, je disais justement que on a vu la Côte d'Ivoire face à l'équipe de France, et que elle avait affiché un beau niveau de jeu. Mourad, il me disait justement aussi que c'était pas forcément les terrains, mais la qualité des joueurs. Mais pour rebondir, c'est surtout le fait sur des terrains entre guillemets de qualité, tu peux exprimer d'autres choses qui te font en tant que joueur, et pas forcément t'es pas obligé de t'adapter à l'environnement. Tu peux utiliser la plénitude de ta capacité selon ce dont t'as besoin dans le match. Et pour conclure, c'est vrai que dans la prochaine Coupe du Monde en 2026, il y aura beaucoup plus de nations africaines, donc ce sera moins rare. Mais pour clôturer, on va dire la chose, je vois bien une équipe africaine au Qatar réaliser un bon parcours. Après, tout est relatif, mais qui est un quart de finaliste ou un demi-finaliste, je pense qu'avec ce qu'on voit et la progression des joueurs, et même c'est un débat qui est sans fin, mais même les binationaux qui choisissent de plus en plus le pays de leur mère. Sauf pour l'Algérie. Oui, bon, après ça c'est un autre. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas rentrer dans tout ça, mais je pense que voilà, tu peux avoir beaucoup plus de qualité pour te hisser et gravir les échelons, et te permettre de rêver un peu plus, et c'est important de le souligner pour moi. Oui, non, là, pour parler de la Côte d'Ivoire, excuse-moi, Boula, je parlais justement non pas des conditions, des terrains, etc., mais je parlais juste du 11 entrant de la Côte d'Ivoire. Quand je vois le trident offensif
de la Côte d'Ivoire, alors, Mourad, je le trouve supérieur à celui de l'équipe de France. Wilfried Zaha, Sébastien Haller, Nicolas Pepe, pour moi c'est au-dessus de Nkunku, Griezmann, Olivier Giroud. Haller, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Nicolas Pepe, il a traumatisé la Ligue 1 il y a 2 ans, même s'il est dans le dur, mais il a fait une super CAN. Et on le connaît en France, un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1, là, Arsenal. Bon, il alterne. Il joue, mais c'est des... Non, mais je veux dire, ils sont pas là, la Côte d'Ivoire n'est pas là. Oui, ils sont pas là, mais, mais ils jouent pas par rapport à son talent. Parce que les places sont limitées. Parce que c'est facile de dire il joue pas, mais s'il joue pas, c'est parce que mentalement, c'est pas encore, il a pas encore passé le cap entre la France et Arsenal. Après, faut pas oublier, comme il dit Mourad, il a quand même explosé le championnat de France. Et pour moi, ça reste quand même un talent en qualité, un talent intrinsèque. Tu vas pas me dire que tu t'es pas régalé quand il joue à Lille. Et là où je suis d'accord avec Abdes, c'est qu'effectivement, je vois une équipe africaine qui va faire quelque chose de remarquable lors de ce mondial du Qatar, d'autant plus ou surtout parce qu'il y a 32 équipes et il y a des équipes qui sont là et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils foutent là? Parce que normalement elles ne seraient jamais là s'il y avait moins des 32 équipes. Donc effectivement une Algérie retrouvée en Égypte en forme, voire le Maroc peut faire effectivement face à la Serbie, face à la Suisse. J'ai bien dit la Suisse, ils peuvent faire des choses importantes, ils peuvent se retrouver effectivement. La Suisse a éliminé l'équipe de France. On fait juste Boula, on fait un petit top horaire et on revient rapidement. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Voilà, on parle aussi de Sangoku. Ah, il est pas mal Sangoku. Par contre, là, quand Abdel il parle quand Abdel il parle de l'Afrique, il y a un truc qu'il faut pas oublier. Le football africain a beaucoup, depuis les 20 dernières années, le football africain a beaucoup progressé. Maintenant, quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça a toujours été une équipe, très compliquée. À l'époque de Drogba, il y avait des complications. Pourtant, ils avaient une génération de fous. Par contre, après, ils ont réussi à gagner la Coupe d'Afrique avec une génération plus jeune et avec moins d'expérience. Mais par contre, il y avait un collectif parce que dans Pogba, il y avait deux clans. Le problème faut comprendre. Mais il y a un truc qu'il faut savoir que l'Afrique. Gbagbo et Ouattara. Arrête, Mourad. Mais non, Mourad. Non, t'avais le côté. Bon, après, vous savez, il y a, tu sais, le côté Jean-Marc Guillou et le côté. Non, il y a un sujet que j'ai pas envie de mettre sur le. Ne me rien. Je préfère que ça reste entre le groupe et le collectif. Mais l'Afrique, il progresse énormément au niveau de la formation, tout ce qui est formation, tout ça. Et il y a un truc qu'il faut savoir, que Djamel Belmadi, quand il a fait son équipe nationale, il l'a pas fait avec des émigrés, il l'a fait beaucoup avec des locaux. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne de 10 locaux et le reste des gens qui jouent en Europe et qu'on grandit en dehors. Et ça, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les Africains, ça reste quand même des vrais joueurs de football. Et si demain ils arrivaient à avoir les gamins du cru, les gamins, au moins quand tu les appelles pour jouer en équipe nationale, au moins ils sont présents. Par contre, dans Europe, quand tu les appelles, ils sont indécis. Alors l'avantage, c'est que la formation africaine, elle est en train de progresser. Elle est en train de progresser, mais vous vous rendez peut-être pas compte, justement, parce que vous connaissez beaucoup mieux que moi le football africain, mais ma génération a découvert le foot africain au niveau international il y a 40 ans. Exactement il y a 40 ans. C'était 82 et c'était l'Algérie en Espagne. Après l'Algérie, qui n'a pas réussi, après ce match historique qui lui a été volé, une alliance contre nature, c'est pas contre nature. Au contraire, fraternelle, une alliance fraternelle. Mais l'Europe a découvert, ma génération a découvert le football africain à ce moment-là, en 82, il y a 40 ans. Et par la suite, nous avons eu la chance le Cameroun de Roger Mila, de voir effectivement le Cameroun de Roger Mila. C'était incroyable. On ne savait pas d'où sortait ce football-là. On n'était pas du tout habitué à voir les Africains à ce niveau-là. Tu as raison. Le Nigeria de 94. Il y a eu le Nigeria, il y a eu la Coupe d'Ivoire, etc., etc. Donc, je disais, vous vous rendez pas compte, parce que nous, en fait, pour les gens de ma génération qui ne s'intéressaient pas et spécialement au football, ils l'ont découvert il y a 40 ans. Il y a juste 40 ans. Vous
vous le vivez depuis que vous êtes tout petit. Mais c'était pas mon cas. Moi, je l'ai découvert. Oui, parce que les joueurs africains aujourd'hui, quand j'ai commencé à voir du football. Il y a l'avant Harry Bosman et l'après Harry Bosman. Ça, c'est une autre histoire. Par contre, il y a un truc quand après l'Harry Bosman, les joueurs africains aujourd'hui inondent les championnats européens. Oui. Mais d'accord. Aujourd'hui, Sadio Mané a fait les bonheurs est quasiment formé, même si c'est Génération Foot, si je me trompe pas. Mais il est formé en Ligue 1. La plupart des joueurs sénégalais, ivoiriens, camerounais ont fait le bonheur de la plupart des clubs de Ligue 1, allemands, etc. Donc, de facto, il y a un lien entre l'essor, la croissance du football africain et la réussite des clubs européens, que ce soit en Angleterre à travers Didier Drogba qui a été la tête de gondole du football africain à Chelsea, Emmanuel Adebayor, Nwamko Kanu encore un peu avant à Arsenal. Donc les joueurs africains ont toujours existé. Voilà. Ils sont pas. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est une question de génération aussi, de perception. Mais le joueur africain, depuis la fin des années 80, début des années 90, a toujours performé, a toujours été présent et fait les beaux jours. Exactement. Et fait les beaux jours des clubs européens. Début des années 80, quand on découvre le football africain, ma génération le découvre. Et tu parles effectivement, les joueurs africains sont arrivés en Europe, mais attention, parce que nous, du côté de l'Espagne, du côté du Portugal, nous avons eu très peu de joueurs africains. Mais pourquoi ? Mais parce que nous avions les joueurs latino-américains. Et nous, on a inondé, entre guillemets, le championnat espagnol, et à partir du championnat espagnol et portugais, beaucoup des joueurs latino-américains sont arrivés en Europe dans les années 80. C'est vrai que par la suite, c'est surtout les Africains, avec 92, l'Harry Bosman. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces deux cultures qui ont aidé d'un côté les pays du Sud, c'est la mondialisation qui a fait ça, avec les latino-américains, et les pays du centre de l'Europe, la France, l'Italie, etc., avec les joueurs africains. Je pense qu'elle a plus été dans l'Europe. Je pense qu'elle a été plus dans l'Europe. Par contre, quand tu parles d'Algérie 82, il y a un truc qu'il faut pas oublier. Dans Algérie 82, t'avais un entraîneur qui s'appelait Rokoff. Et c'était quand même un entraîneur. Et quand tu parles de football, je pense que tu as eu raison de mentionner 82 parce que c'est quand même ton histoire, 82. Je pense que t'étais. Et puis il faut que tu saches qu'il y avait des Européens comme Claude Leroy au Cameroun. Leroy, on avait quand même des Européens qui donnait cette saveur de travail, de rigueur et tout. Et moi, il y a un truc que j'oublie pas en 82, c'est Rokoff. Et c'est Rokoff qui a mis ce travail athlétique et physique pour qu'on ait une équipe en 82. Parce que si les gens ils ont oublié Rokoff, moi je l'ai pas oublié. Le 01 53 48 3000, il veut réagir avec toi, Boula, et Juan José, voir aussi Abdel et Mourad. C'est Houssine qui nous appelle pour réagir sur les nations africaines. Bonsoir Houssine. Bonsoir tout le monde. Comment ça va aussi ? Oui, on entend. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Alors non. Oui, c'est bon, super. On vous écoute aussi. Ben voilà, oui, très bien. Football africain, ben écoutez, c'est du football. Depuis Italie 90, moi, par rapport à Italie 90, c'est Roger Mila. Donc je pense que l'Afrique a eu un grand boom et ça a permis un petit peu à la nation africaine de se développer, de faire des recrutements du côté football africain en Europe. Et c'est vrai que ce mélange-là, ce mixage, a fait qu'à l'heure actuelle, on en parle un peu plus du côté de l'Afrique. Et c'est bien dommage parce que ça ne suit pas au niveau des qualifications, effectivement. Avec un continent où il y a énormément de pays, je trouve que s'il n'y a pas assez de place pour l'Afrique. Et c'est dommage. Ouais, on en revient toujours à ça, ouais. La place de l'Afrique dans le football. Ouais, et surtout sur la phase finale de la Coupe du Monde. Peut-être une réaction avec Mourad. Ils en parlaient à chaque fois, Mourad, de cela. Ces fameuses 5 nations, passer des barrages et non pas aller directement. Ça fait un peu... c'est vrai, c'est assez tristouné pour le football africain, Mourad, hein. Oui, quand on voit des équipes comme la Macédoine du Nord qui peuvent limite se qualifier en phase finale de Coupe du Monde alors que tu as des nations confirmées qui ont plusieurs Coupes d'Afrique, des nations à leur palmarès et qui peuvent potentiellement sortir ou soit qui n'atteignent même pas cette phase de barrage. Je pense à la Côte d'Ivoire notamment ou à l'Afrique du Sud qui a un championnat mature, etc. Donc voilà, on en a parlé. Il y a un vrai déséquilibre. Ça va se rééquilibrer en 2026. D'ailleurs, la Coupe du Monde sera au Canada. Ouais. Je sais pas si c'est un signe de la part du Canada de se qualifier. Canada, ils sont qualifiés, de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Ils vont faire 2 Coupes du Monde de suite. Incroyable. Donc voilà. Donc effectivement, l'Afrique mérite un peu plus de respect. Je pense que c'est, et ça commence, comme l'a dit Boula, ça commence par, le respect de nous-mêmes. En fait, au niveau des instances, je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion au plus haut niveau depuis des années.
Après, il y a la situation politique, économique de certains pays qui ont fait que dans certains pays, le football a été mis dans les tiroirs. Donc là, c'était pas la priorité numéro 1. Il y a eu des pays comme, je pense notamment à l'Algérie, que je connais un petit peu, qui a mis dans les années 90, même si elle avait un très bon championnat, le football, son équipe nationale entre guillemets, entre parenthèses, pendant un moment. Et là, qui revient sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, l'Afrique, elle a la chance, comme un peu le Canada aussi, récemment, qui s'appuie sur cette stratégie de s'appuyer soit sur son fort vivier de formation, soit sur ses binationaux, qui peuvent aussi servir de figure de proue, notamment Riyad Mahrez pour l'Algérie. Donc voilà, les Hakim Ziyech pour le Maroc, comme s'il n'est pas sélectionné. Donc ça reste, et ça fait tampon en fait entre l'Europe et l'Afrique, et c'est bon pour l'image. Et il y a un truc qui serait bien de mentionner, surtout une équipe africaine qui est discrète et qui est pas trop médiatique, mais je pense que c'est une référence dans le football africain, c'est l'Égypte. Ça reste quand même une nation qui a gagné pas mal de Ligue des Champions, et ça faut pas l'oublier. C'est un pays qui a régné, et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les Égyptiens, quand ils forment des joueurs, ils partent pas de l'Égypte. Les vrais joueurs, ils partent très tard. Alors cette nation, je pense que au niveau travail, je parle, si l'Afrique pouvait ressembler à tout le travail qui a été fait en Afrique au niveau de la formation, je pense que on aurait des belles équipes en Afrique. Faut pas oublier la formation égyptienne, parce que je trouve que c'est une des grands pays de l'Afrique au niveau du football. Bien sûr. Bon, alors il y a un sujet qu'on aborde pas, mais tu vas parler des années 80. On va revenir aussi en Algérie. Mais c'est pour tout le foot africain, c'est que l'instabilité politique a beaucoup affecté aussi au développement du football. Ce qui s'est passé en Algérie, la situation à un moment donné en Égypte, ça perturbe le développement normal du football. Là où les pays européens, pour la plupart, avaient une stabilité politique et sociale, c'est vrai que ça a permis un développement du football que malheureusement les Africains n'ont pas eu cette chance justement. C'est peut-être parce que maintenant ça on fait commence plaisir à que tu dis ça, que cette stabilité. C'est un des points sensibles de certains pays, mais chez nous en Algérie, à part des clubs qui bossent bien en formation, il n'y en a pas beaucoup qui... Voilà. Alors, Mourad, oui, il y a aussi un auditeur, on va revenir à lui. Il l'a dit en pointillé, justement, Juan José, il y a aussi le facteur historique. Les nations africaines ont été indépendantes sur le tard, fin des années 50. Je crois qu'il y a très peu de nations indépendantes qui commencent à jouer au foot. Il y a l'Égypte, il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie, il me semble, il y a l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. Donc on part pas du même point, en fait, par rapport aux nations européennes. Quand je pense que l'Uruguay est double championne du monde dans les années 30, c'est ça, si je me trompe pas. Donc voilà, on part pas du même... on n'a pas le même départ, en fait. On part pas sur les mêmes bases. Alors, il est toujours avec nous, l'auditeur. Ossine. Je vais intervenir juste un petit truc, c'est que chez nous, là-bas en Afrique, le seul souci, c'est qu'à un moment donné, tu vois, entre pays, on a tendance à pas trop se vouloir du bien, quoi. Je veux dire, on a tendance à espérer que l'autre perd. Et c'est ça qui est dommageable. En fait, on doit s'unir. En fait, peu importe qui gagne, mais c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est ça qui doit se mettre en valeur, parce qu'on a tendance à voir un petit peu les scores des autres collègues, et on se charrie, on se taquine un peu. Et il faut dire ce qui est, on a des très belles équipes. Et il faut être unis pour ça. Il faut être unis pour réussir. Après, c'est le problème d'infrastructure. Donc chez nous, on n'a pas le matériel qu'il faut. Et puis pour le peu de matériel qu'on a, on a énormément de joueurs et de personnes qui utilisent ce matériel et donc qui s'usent très rapidement. Et du coup, on peut pas réussir à progresser tant qu'on n'a pas le nécessaire au niveau matériel, humain, et d'avoir un petit peu des personnes haut gradées qui puissent taper les institutions pour pouvoir un petit peu faire le nécessaire pour que l'Afrique soit reconnue, quoi. Merci d'avoir réagi aussi, Nabdel. Une réaction, voilà, à la pause. Ouais, c'était même pas par rapport c'est par rapport à tout ce qui s'est dit depuis le début, mais comme ce que disait Juan par rapport aux questions de génération, et ça fait lien avec ce que je disais sur le fait qu'on faisait pas trop attention au football africain. C'est un peu entre guillemets les performances. On voyait les joueurs, il y en avait un ou deux dans les clubs, on se disait que voilà, c'est des bons joueurs, mais on n'allait pas par la suite suivre ce qu'ils allaient faire en sélection nationale, parce que c'était pas grand, ou il n'y avait pas eu de gros exploits. Après, par rapport à ce qui dit Boula, c'est vrai qu'en Égypte, la formation fait que elle est bonne, et ça fait que les joueurs restent, mais
comme on a pu le voir, des fois il faut s'expatrier pour que ta sélection puisse grimper, parce que l'Égypte, malgré le fait qu'ils aient eu au moins 19 ou 20 joueurs à chaque fois, qui d'ailleurs ils ont été très performants sur le continent africain, ça leur a pas servi pour passer le cap de la Coupe du Monde, mis à part tardivement par le biais notamment de Mo Salah ou encore de El Neni. Mais en tout cas, je pense que pour revenir au point principal, je pense qu'il y a un pays africain qui fera de belles choses à la Coupe du Monde au Qatar, ça c'est sûr. Puis tu as vos raisons, Abdel. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour la dernière pause. On reviendra rapidement sur les nations africaines, sans oublier le Canada et l'Europe aussi du football. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM. On est ensemble jusqu'à 21h30 concernant les matchs de barrage, oui, de cette phase finale de la Coupe du Monde 2022 en compagnie de Mourad, Abdel, Boula, sans oublier aussi Juan José. Allez, on va s'attarder cette fois-ci sur outre-Atlantique, sur le Canada. Time Sport. La troisième mi-temps. Eh oui, justement, les Canadiens qui font leur retour dans cette Coupe du Monde, en phase finale en tout cas, et ils iront au Qatar. Leur billet, c'est bon, c'est acquis. Eh oui, Mourad. On dirait justement que c'était un peu la meilleure promo pour la Coupe du Monde qu'ils organisent en 2026. Le Canada a délaissé le rugby pour s'investir dans le football. Après, certains disent que c'est un pays certes, que c'est un pays, on va dire, novice dans le soccer, comme ils l'appellent, mais ils se sont donné les moyens. Ils ont 3 clubs en MLS. En 2012, je crois qu'ils perdaient contre le Honduras en phase d'éliminatoire pour la Coupe du Monde 2014. Là, ils reviennent de très très loin. Ils ont des têtes de gondole, ils ont des Jonathan David, ils ont des Davis, même si Davis il est écarté pour des raisons de santé. Donc ils sont appuyés un peu comme les pays africains sur les multinationaux, non pas des binationaux mais multinationaux. Il y en a qui ont 3 passeports au sein de l'équipe du Canada. Donc voilà. Après aussi il y a le Québec qui regarde l'Europe aussi. Le Québec, hein. Donc voilà, qui regarde l'Europe aussi et donc qui est influencé par le football. Donc voilà, je pense que c'est la suite logique pour le Canada. Oui. Alors, Abdel, Juan José. Dans le Canada. Juan José, on aura compris. Les vacances, tu les passeras du côté du Canada. Quand on a dit que le Canada a été qualifié, je suis allé voir s'il jouait avec des patins à glace ou pas. Quand même, mais non. Des surjoues de football, comme nous tous. C'est bien. C'est déjà la première chose. Ben oui, parce que, rappelez-vous, ils vont faire son deuxième mondial. Le premier, c'était au Mexique, 86, ça fait 36 ans. Et ça n'avait pas été glorieux. 3 matchs, 3 défaites. D'ailleurs, la dernière défaite, c'était face à l'équipe de France, puisqu'ils étaient en poule avec l'équipe de France. La France a battu le Canada, et c'était Jean-Pierre Papin qui avait marqué le seul but de ce match. C'est donc la dernière participation, c'était face à la France, donc au Mexique. Est-ce que c'était d'une papinade, le but de Jean-Pierre Papin ? Est-ce que c'était une bicyclette? Le Canada, faut pas oublier que quand même c'est une nation qui travaille au niveau du football. Il y a comment il s'appelle, Rémi Garde, je sais pas si c'est le Canada. Rémi Garde, il a été entraîneur là-bas à Montréal, bien sûr. Mais sachant que le Canada, mais ils font quand même appel à des anciens joueurs et des joueurs qui connaissent, des entraîneurs qui connaissent un peu le football français. Ils sont oubliés. Bon, et aujourd'hui, quand tu vois la qualification du Canada, tu sens que ça bosse et ça travaille. Ça fait appel à pas mal de formateurs européens, parce que c'est quand même un pays qui progresse et aujourd'hui c'est le fruit de tout ce qui a été mis en place au Canada depuis. Moi je pense que c'est pas un hasard que le Canada se retrouve en Coupe du Monde. Et derrière il y a je sais pas, il y a une cohésion de travail qui est faite au niveau des jeunes, et je sais qu'il y a pas mal de formateurs qui sont sollicités au Canada. Des formateurs français qui sont sollicités sur le Canada. Ouais, ils ont, comme l'ensemble le dit, c'est vrai que ils ont pris le temps de bien travailler, qu'ils sont pas précipités, donc entre guillemets en utilisant tous les moyens possibles. Et comme dit Boula, c'est la formation aussi, aller chercher des formateurs dans différents pays. Maintenant, c'est vrai que ils ont la Coupe du Monde qui est en 2026. Je suis pas sûr que au début des qualifications, ils jouaient pour, entre guillemets, se qualifier à cette Coupe du Monde de Qatar, mais bien pour être sur un élan de préparation. Mais voilà, c'est toujours un plus pour
d'aller en Coupe du Monde. S'ils font déjà comme le Japon en 2018, ce sera déjà pas mal. Non, mais c'est ça. Non, mais il y en a qui s'enflamment vite pour le Canada. Mais... Ah non, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est toujours mieux d'avoir une expérience avant d'organiser la Chelsea. Quand ça fait 36 ans que t'as pas fait de Coupe du Monde et que t'arrives. Moi, j'aimerais bien voir une affiche Canada, Australie, 2 faux pays de football. Bon, Mourad, au Qatar, dans un faux pays de football. Ça serait magnifique. Mais non, Mourad, tu peux pas. Moins et moins, ça fait plus. Donc peut-être que ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Là, tu vas pas le rejoindre aussi. Mourad, excuse-moi, mais tu rentres dans la critique. À un moment donné, je pense que t'as 22 joueurs au Canada, et je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils ont mérité sur le terrain de se qualifier. Leur ticket, leur billet, oui. Juste, tu as raison. En mars 2021, ils étaient 73e au classement FIFA. Un an après, ils sont 47e. Donc, il y a eu quand même une évolution. Voilà l'évolution. Et cette évolution, c'est, comme a dit Mourad tout à l'heure, c'est quand même 14 victoires en phase des qualifications pour pouvoir aller. La plupart de leurs talents, ce sont des talents offensifs. Une défaite et 4 nuls. Pour faire une bonne Coupe du Monde, Coupe du Monde, il faut une assise défensive. Et là, le manque d'expérience, ça va. Ils peuvent le payer très cher. Le manque d'expérience, elle est toujours là. Ce manque d'expérience et les arbitres ont aidé la Corée du Sud à aller en quart de finale ou en demi-finale lors des à domicile les arbitres, c'est pour ça que j'ai rajouté. Non, mais je comprends pas. Tu as raison quand tu parles du Japon en 2018 sauf qu'il y aura 40 éliminant l'Allemagne, mais pour te dire que l'entraîneur aujourd'hui, John Edman, qui est un entraîneur qui est là depuis 2018, en fait qui était l'entraîneur de l'équipe féminine olympique, et ils l'ont repris pour amener cette équipe. Restons terre à terre. On termine. L'objectif du Canada, c'est ils vont pas gagner la Coupe du Monde. Ils vont être éliminés au premier tour. Au moins qu'ils marquent un but de plus qu'en 86. Au moins un but de plus qu'en 86. Ils ont mis 0 but. Oui, mais qu'ils la gagnent ou qu'ils la gagnent pas. Le plus important, c'est de participer. Le Canada, c'est 3 matchs en Coupe du Monde et ces 3 défaites, c'était 2-0 face à l'Union soviétique, 2-0 face à l'Hongrie et 1-0 face à la France. 3 matchs. Allez, la dernière rubrique de cette émission, on y va. Time Sport. Voilà, c'est Boula. Je taille personne, Boula. Mais non. Tu sais à quoi je pensais? À Cherchouka. Des pâtes à glace aussi. Ça glisse au niveau. Et là, on va parler de Macédoine. Eh oui, on aime tous ce bon plat Macédoine. Macédoine du Nord. Ah oui, la Macédoine du Nord. C'est géopolitiquement parlant, il faut dire la Macédoine. La Macédoine du Nord. Il a raison. Mais la Macédoine avec un maillot. Et pourquoi Khaltrosé? Parce qu'il y a une région en Grèce qui s'appelle la Macédoine. Exactement. Et c'est qu'à cette condition-là, de s'appeler Macédoine du Nord, que la Grèce a accepté que la Macédoine effectivement puisse intégrer les instances internationales. Et bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce drapeau avec ces 8 rayons de soleil et ce soleil au milieu? Non, je plaisante. Déjà, si on parle de Pandef, c'est déjà pas mal. La Macédoine du Nord qui veut réaliser justement le rêve de tout un pays. Et oui, Mourad, face à ces Portugais. Et oui, on verra. Ils ont eu la chance face aux Italiens, mais peut-être ça le fera face aux Portugais. Alors, s'ils éliminent 2 champions d'Europe, l'Italie, le Portugal, moi je les mets chapeau. L'Italie en titre, le Portugal ancien en titre. Exactement. Donc le Portugal, l'Italie, champion d'Europe, plus le Portugal, l'ancien, le champion d'Europe précédent. Moi, je les mets en chapeau 1 pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ce serait un exploit. Après, on en a parlé pendant la pub avec Juan José. Ils ont eu une victoire de prestige face à l'Allemagne. Ils ont eu quelques exploits. C'était leur première qualification à l'Euro. On connaissait que Pandef pour la Macédoine comme joueur. Là, on a découvert un nom imprononçable qui jouait justement à Palerme. D'ailleurs, ils ont joué à Palerme quand ils ont éliminé l'Italie. Et c'est lui qui marque sur le 2e tir cadré pour éliminer la Squadra Azzurra. Donc c'est incroyable. Il faut savoir que nos auditeurs qui suivent cette émission de Time Sport, vous vous souvenez tous du fait qu'on a commenté tous ensemble l'Euro 2021 où il y avait la Macédoine. Mais malheureusement, là, elle est partie quand même avec 3 défaites. C'était l'Autriche, l'Ukraine et les Pays-Bas qui étaient. Mais ils sont sortis la tête haute. C'est vrai. C'était 3 défaites pour cette équipe. Et tu as aussi tout à fait raison, c'était le 31 mars 2021 où les Macédoines est allé battre l'Allemagne chez elle en qualification pour la Coupe du Monde de Qatar. C'était à l'époque la 3e journée. Par la suite, effectivement, ils se retrouvent demain en finale face au Portugal. Est-ce que Ronaldo va se faire piéger comme les Italiens l'ont fait? Je ne le pense pas. Je crois que leur aventure pourrait se terminer
et pas des très belles manières demain face au Portugal. Si le Portugal est contaminé par le syndrome de la loose, comme l'Italie, voilà, par Verratti, voilà, parce que la source de ce syndrome de la loose là, c'était Verratti et Donnarumma qui sont positifs à la loose. Peut-être que Manchester United aura contaminé le Portugal de ce syndrome de la loose et on pourra voir la Macédoine qualifiée en Coupe du Monde. Ce que je n'espère pas. Ouais, c'est la Macédoine déjà d'arriver là, c'est déjà bien pour leur progression entre guillemets personnelle et voir un peu les objectifs qu'ils sont, on va dire qu'ils ont atteint. Après, je sais pas par quel biais, mais je pense que comme partout, il y a du travail qui est effectué. Maintenant, on sait que l'Italie mentalement c'était pas ça, et que il y avait plusieurs traumatismes, et peut-être aussi le fait d'avoir gagné l'Euro, être trop sur un nuage. Maintenant, demain, ça va être compliqué. Après, quand tu as réussi à faire 1 ou 2 coups, rien n'est dit que tu ne puisses pas le refaire. Mais Juan José, il citait Ronaldo, ce serait quand même une désillusion de pas le voir lui pour son dernier mondial. Je pense qu'il y a une mentalité qui est quand même beaucoup plus solide et beaucoup plus de caractère côté portugais, et en plus de ça, je pense pas, c'est le champion d'Europe en titre, l'Italie. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire. Donc, en termes de garantie, en termes de gestion de pression, en termes ils sont favoris. Face à la Macédoine du Nord. Vous vous rappelez l'Italie, alors ils n'ont pas d'excuses. Ils ont été éliminés en demi par l'Espagne. C'était quand même une équipe qui jusqu'à la dernière minute, et c'est il y a quelques mois à peine, comment cette équipe a pu tomber si bas. Tu sais, ça s'appelle pas à la dernière minute, mais la dernière minute. Ça s'appelle une leçon de réalisme. Il faut trouver la solution mais après, avant la dernière minute. Mais après l'Italie, je pense que c'est une équipe sur des choix. Je pense que le coach Mancini, il a pas fait les choix. Il a pas fait les choix. Déjà, à un moment donné, il voulait rappeler Balotelli, ou qu'ils ont zappé complètement. Ils avaient besoin. Non, mais quand tu fais, c'est facile de faire. Mais ils ont voulu appeler Balotelli, mais il a voulu l'appeler. Puis, mais le problème, après, faut pas sous-estimer la Macédoine, parce que là, vous êtes là, vous parlez, ils ont quand même tapé l'Italie. On peut dire, voilà, comme il dit Morad, ils ont tapé l'Allemagne. Parce que vous êtes là, il y a 11 mecs qui se dépouillent et qui se qualifient. On va dire, c'est une équipe. Non, pour moi, c'est pas une équipe moyenne. Ils ont tapé l'Italie. Et moi, je peux te dire que le Portugal. Et deux tirs quand même, deux tirs. Faut voir le but de la Macédoine, il est incroyable. Non, mais il est pas incroyable, il est exceptionnel. Parce que pour le mettre dans le coin où il l'a mis, Donnarumma, tout Donnarumma qu'il était. C'est pour ça que je parlais de syndrome de la loose. Voilà. Et moi, je te le dis, entre toi et moi, ils ont pas perdu contre le Portugal. Parce que le Portugal, t'as l'équipe de Cristiano Ronaldo, et l'autre, parce que quand Cristiano Ronaldo il est sorti, c'est là où ils ont mis les 2 buts. Et après, avec tout le respect que j'ai pour Ronaldo, qui nous a fait des années exceptionnelles, et en termes d'image mondiale, c'est exceptionnel. Mais moi personnellement, je pense qu'il y aura lutte contre Macédoine, Portugal. Abdel, peut-être pour terminer, avant de je pense que vous laisser filer. Même si le Portugal a montré des belles choses dans les dernières compétitions, je pense que dans ces matchs coup près là, ils sont quand même encore un peu plus solides mentalement. Après, le coach, malgré qu'il n'arrive pas à mettre tout le monde en harmonie sur le terrain, c'est quand même un bon meneur d'hommes, même s'il est beaucoup critiqué. Certes, si tu as fait un coup comme il a dit Boula, tu peux le refaire 1 ou 2 fois. Mais je pense que quand même Ronaldo. ma vertu en vaut 2. Ouais, non, mais Ronaldo avec sa bande. Même s'il sera pas facile, bien sûr, parce que c'est un match de qualification, ils iront au mondial au Qatar. Mais là, c'est le déclin du football italien. Alors, je pense qu'au contraire, même Mancini a sauvé ou a retardé en fait la chute du football italien. Mais quand tu regardes d'un point de vue individuel, l'Italie, c'est plus que c'était à tous les postes. À part Verratti, peut-être en termes de qualité intrinsèque, qui sort du lot. Mais sinon, on n'a plus les talents qu'on avait au début des années 2000, fin des années 90. Donc, il faudrait se reposer la question du football italien. Le catenaccio ne fonctionne plus. Il y a les performances en club de la Juventus de Turin, le championnat italien qui ne performe plus à l'échelle européenne. Donc, il y a des états généraux du football italien qui doivent se faire. Après 2 non-qualifications de suite. Il a raison, c'est vrai que c'est là où il a raison. Le football italien va mal. Le championnat va mal. Aujourd'hui, c'est plus le niveau qu'il y avait en
Italie. Il y a plus de niveau en Italie. Et le problème de l'équipe d'Italie, elle est à l'image du championnat italien. Et c'est qu'à un moment donné, il y a plus d'argent, et tu le sens. Le seul club qui arrive, parce que c'est le président de la Juve, c'est pas n'importe qui, c'est le plus blindé de chez blindé. Et aujourd'hui, comme il dit Morad, le championnat italien, c'est plus le championnat. Un grand merci à toi, Boula. Sans oublier aussi Mourad, Juan Trocé et Abdel de m'avoir accompagné jusqu'à 21h. Et je tiens aussi, avec toute l'équipe de Time Sport, une pensée si singulière à Jawed Bentama. Et oui, artiste de renommée internationale. Un prompt rétablissement à toi, Jawad. Et on se verra assez vite. Vous restez à l'écoute sur l'antenne de Beurre FM. Vanessa arrive à grands pas à 22h avec son réalisateur Giovanni, et nous on se retrouve dès demain à partir de 20h. Bye bye et très belle soirée à toutes et à tous. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.